Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Monde aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. Dernier jour de campagne au Togo où quelques 3,6 millions de citoyens sont appelés à élire samedi le président. Comment cette campagne s'est-elle déroulée? Élément de réponse dans un instant avec notre envoyé spécial. L'espoir de la formation d'un gouvernement d'union nationale s'est ravivé ce jeudi au Soudan du Sud avec l'accord trouvé entre le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar. Le Soudan du Sud, où de nombreux réfugiés craignent toujours des violences. Ici aux États-Unis, les candidats à l'investiture démocrate pour la présidentielle de novembre se sont affrontés hier à Las Vegas. Le milliardaire Michael Bloomberg a été critiqué pour sa fortune et sommé d'expliquer des pans embarrassants de son passé. Bonsoir. Quelques 3,6 millions d'électeurs togolais sont appelés aux urnes samedi pour une élection présidentielle qui devrait reconduire pour un 4e mandat le sortant Faure Gnassingbé, dont la famille est à la tête du Togo depuis plus d'un demi-siècle. Ce sentiment d'une victoire annoncée est d'ailleurs partagé par un grand nombre de Togolais de l'opposition qui ne croient plus à une vraie alternance démocratique par les urnes. Ce jeudi, dernier jour de la campagne électorale, les candidats à la présidentielle de samedi multipliaient leurs meetings dans la capitale, Lomé. 3 des 7 candidats en liste sont visibles sur le terrain. Il s'agit de l'ancien Premier ministre Agbeyome Kodjo, du président sortant Faure Gnassingbé et de l'opposant Jean-Pierre Fabre. Pour en savoir davantage, retrouvons tout de suite notre envoyé spécial Irénée Herman Ungbo. Vous êtes avec nous à Lomé. Bonsoir. Bonsoir, John. Alors, la campagne présidentielle s'achève donc ce jeudi. Comment s'est-elle déroulée sur l'étendue du territoire? John, Lomé est en effervescence en ce moment. C'est une grande influence sport. La plupart des candidats se multiplient, se replient vers la capitale pour de grands rassemblements, puisque c'est ici qu'ils doivent jouer les dernières cartes. Tous les quartiers généraux sont ici. Les électeurs les plus difficiles sont ici. Et donc, Lomé reste stratégique pour les 7 candidats en liste pour cette présidentielle togolaise. Et il faut préciser que seulement 3 des 7 candidats en liste, comme vous le précisiez un peu plus tôt, sont visibles sur le terrain. En tout cas, ici dans la capitale, je vais nommer l'ancien Premier ministre Kodjo Agbeyome, le président Faure Gnassingbé et l'un des acteurs clés de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, que j'ai rencontré aujourd'hui même. Je vous propose d'ailleurs d'écouter quelques propos de lui qu'il a bien voulu partager avec nous. Nous avons, pendant 2 semaines, sillonné le pays pour mobiliser les populations. Mais vous savez, un parti politique normal n'attend pas les élections pour se mobiliser. Il travaille en permanence. Donc, nous sommes toujours sur la brèche. Et donc, nous considérons que nous avons mobilisé. Et on va prendre les mesures nécessaires à l'apaisement de la situation politique en vue d'une réconciliation nationale. Il faut se préoccuper de ceux qui sont des détenus politiques, c'est la première mesure. Après, il y aura la première mesure sociale concernant les femmes, la femme enceinte. Vous avez constaté que notre adversaire, mon adversaire, il commence à parler de la femme enceinte et les soins pour la femme enceinte. Mais ça fait 2 semaines que nous en parlons. Lui, il en parle depuis 3 ou 4 jours, alors qu'il a eu à gérer le pays depuis 15 ans. Il n'en a jamais parlé. Il a suffi qu'on en parle pour qu'il se jette dessus et en parle. Ça ressemble à de la tricherie. L'opposant togolais Jean-Pierre Fabre, qui est donc en course pour cette présidentielle,
Irénée Herman-Ungbo, je reviens vers vous pour parler de la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce que tout est fin prêt de son côté? Évidemment, John, la Commission l'a fait savoir hier lors d'une conférence de presse à laquelle ont pris part l'ensemble des observateurs déployés sur place par différentes institutions, la CEDEAO, l'Union africaine, la CENSAD, pour ne citer que ces organisations. Alors, pour revenir à votre question, oui, tout est fait prêt et la Commission électorale nationale indépendante entend pleinement jouer son rôle et en toute impartialité dans le cadre du scrutin de ce samedi. Il faut signaler qu'en matière de sécurité, une force spéciale, FOSEP 2020, force sécurité élection présidentielle, a été mise en place et ce sont les éléments de cette force qui assurent la sécurité des activités à la fois de tous les candidats et même de l'organe chargé de l'élection. Irénée Herman-Ungbo, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Lomé au Togo. Les États-Unis ont salué ce jeudi l'accord trouvé au Soudan du Sud entre le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar pour former un gouvernement d'union nationale. Tibor Nage, sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, s'est félicité sur Twitter de l'engagement fort pris par Riek Machar pour cette étape attendue de longue date et considérée comme cruciale pour mettre fin à 6 années de guerre civile. Salva Kiir et Machar ont convenu de former ce gouvernement à la date butoir de samedi, a indiqué jeudi le chef rebelle à l'issue d'une rencontre à Djouba avec le président. On reste avec le Soudan du Sud. Les réfugiés sud-soudanais vivant dans les camps de déplacés de l'ONU craignent une reprise des violences alors que la pression monte sur le président Salva Kiir et son ancien adjoint Riek Machar pour respecter la date limite du 22 février pour former un gouvernement d'union nationale à Djouba. Le chef de l'État a appelé les 190 000 personnes déplacées vivant toujours dans des camps sous protection de l'ONU à retourner chez elles. Arzouma Compaoré. Derrière la clôture en barbelé, Gentil John Moussa, qui est sous protection armée dans son propre pays, apprend que la paix est de retour au Soudan du Sud. Mais elle a du mal à y croire. Laissez notre chef venir à nous, même dans le site de protection des civils. Laissez Salva Kiir venir et nous dire « Mon peuple, vous devez rentrer. Ne craignez plus maintenant, nous faisons la paix. » On entend juste à la radio « Il y a la paix, il y a la paix », mais nous ne sommes même pas sûrs. Les pourparlers en cours à Djouba réveillent un douloureux souvenir et le goût amer des efforts vains en matière de rétablissement de la paix. Julieta Edward reste pessimiste face aux dernières déclarations de paix. Je voudrais quitter le camp. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de paix dans le pays. Donc je ne peux pas partir. Je veux d'abord être sûr que la paix est réelle. C'est alors que je pourrai quitter cet endroit. Les habitants du camp sont encore trop terrifiés pour s'aventurer au-delà des zones sécurisées par les soldats de la paix. Près de 190 000 personnes vivent sous la protection de l'ONU dans de tels camps à travers le Soudan du Sud. Les communautés ne sont pas à 100% sûres que tout ce qui a été prévu dans l'accord de paix sera mis en œuvre. C'est pourquoi elles surveillent attentivement chaque fait et geste que les dirigeants politiques prennent. La trêve, bien qu'elle ne soit pas universellement honorée, a procuré au Soudan du Sud sa plus longue accalmie dans les combats depuis 2013. Au Burundi, ces accusations qui pèsent sur la commission Vérité et Réconciliation, chargée des fouilles qui ont déjà permis de retrouver les ossements de plus de 6 000 victimes des massacres interethniques de 1972 dans le pays. La commission Vérité et Réconciliation est accusée de s'immiscer par ce biais dans la campagne pour l'élection présidentielle de mai. À sa création en 2014, la commission avait été mise en place pour établir la vérité sur les massacres interethniques ayant frappé le Burundi depuis son indépendance en 1962 jusqu'au 4 décembre 2008, date supposée de la fin de la violence armée dans le pays. Michael Bloomberg a fait l'objet d'une offensive en règle lors de son premier débat dans la course à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle américaine de novembre prochain.
C'était hier soir à Las Vegas, dans le Nevada. Ses rivaux ont dénoncé des propos jugés racistes et sexistes qu'il a tenus dans le passé. Les temps forts de ce débat diffusé sur la chaîne NBC, c'est avec Mike O'Sullivan de la VOA. Le récit est signé Jacques Aristide. Le ton était acrimonieux, les attaques virulentes. Cette joute télévisée à 6 candidats est vue comme étant la plus conflictuelle des 9 tenues à ce jour. La cible principale, le milliardaire Michael Bloomberg, entré tard en campagne, mais qui a vite grimpé dans les sondages pour défier Donald Trump en novembre. Pour les autres prétendants à la Maison-Blanche, l'ancien maire de New York, autrefois républicain, cherche à acheter l'élection. Les démocrates prendront un risque énorme si nous remplaçons simplement un milliardaire arrogant par un autre. Réplique de l'homme d'affaires qui dit utiliser son argent pour une cause importante. Je dépense cet argent pour qu'on se débarrasse de Donald Trump, le pire président que nous avons jamais eu. Également critiqué sa politique de stop and frisk quand il était maire de New York, des interpellations et des fouilles jugées arbitraires par les minorités de la ville. Cette politique était odieuse. C'était en fait une violation de tous les droits de la personne. Bernie Sanders a également reçu sa part de critiques, notamment de l'ancien maire Pete Buttigieg. Il est trop à gauche, dit-il. Ce que nous essayons de faire, c'est de donner enfin une voix à ceux qui ne gagnent pas un sou de plus après 45 ans de travail. Notre parti pourra nommer une femme candidate à la présidentielle. Cela montrera ce que nous pouvons accomplir en tant que parti. Le troisième vote des primaires démocrates a lieu ce samedi dans le Nevada et le prochain débat, lui, ce sera en Caroline du Sud, mardi prochain. On suivra tout cela pour vous. Le parquet antiterrorisme allemand s'est saisi jeudi matin de l'enquête sur les fusillades qui ont fait 9 morts mercredi soir près de Francfort et soupçonne une motivation xénophobe de l'acte d'après un porte-parole. Selon les sources proches de l'enquête, une lettre d'aveu et une vidéo ont été retrouvées alors que la police avait annoncé avoir retrouvé mort le probable auteur du crime dans un appartement aux côtés d'une autre personne décédée. La chancelière Angela Merkel a dénoncé ce qu'elle a appelé le poison du racisme. Ajoutons qu'au Royaume-Uni, un homme a été arrêté après une attaque à l'arme blanche à la mosquée centrale de Londres qui a fait un blessé. La police n'a pas précisé qu'il s'agissait d'un acte terroriste, soulignant que l'enquête se poursuit. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé ce jeudi la construction de milliers de nouveaux logements dans des quartiers de colonisation à Jérusalem-Est, secteur palestinien de la ville, moins de 2 semaines avant des législatives, lors desquelles il doit jouer sa dernière carte politique. Nous ajoutons que 2200 logements à Har Homa, a déclaré le Premier ministre dans une vidéo diffusée par son bureau dans laquelle il apparaît à proximité de la dite colonie. M. Netanyahou en campagne pour les législatives du 2 mars, les 3e en moins d'un an, a aussi annoncé la construction de milliers de logements dans un autre secteur de la partie orientale de Jérusalem. Et puis, une information qui nous vient qui tombe à l'instant. Il y a quelques mois donc, on va revenir sur cette information plus tard.
Le Monde aujourd'hui, en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici la deuxième partie de votre journal. Dans notre segment santé, nous parlons du coronavirus. L'épidémie a déjà dépassé le seuil de 2000 morts en Chine. Mais la Chine est félicitée pour sa politique efficace pour contenir cette épidémie. Une meilleure réglementation de la monoculture du palmier à huile, c'est ce que réclame la société civile au Cameroun. Nous irons dans les villages du sud et du littoral du pays pour mieux comprendre les enjeux dans ces secteurs. Inculpé en Suisse, le président du PSG s'est dit satisfait de l'abandon d'une partie des charges. Nasser Al-Khelaifi est poursuivi pour corruption présumée. Yacouba Ouedraogo sera de la partie pour nous en dire plus. Aujourd'hui, c'est jeudi et comme tous les jeudis, nous avons rendez-vous avec la santé et c'est notre collègue Mohamedou Oumfa qui est là. Bonsoir Oumfa. Bonsoir John. Et félicitations, j'étais pas là pour le mariage. Merci. Alors, on va parler de l'épidémie du coronavirus Covid-19. Un premier cas a été enregistré en Afrique. Tout à fait, John. Le 14 février dernier, en Égypte, un ressortissant étranger a été diagnostiqué porteur du Covid-19. C'est le nom attribué à la maladie causée par le nouveau coronavirus. Il a été placé en quarantaine dans un hôpital du nord du pays. Et c'est, comme tu le disais, John, l'unique cas officiellement enregistré à ce jour en Afrique. Alors, pour certains experts, le fait que ce premier cas en Afrique se situe en Égypte n'a rien d'une surprise. Les chercheurs de l'INSERM en France, de l'Université libre de Bruxelles en Belgique, de l'Université de Los Angeles en Californie, ici aux États-Unis, ont rendu publique une étude dans la revue médicale de Lancet. Selon cette étude, l'Égypte, l'Algérie et l'Afrique du Sud seraient les pays les plus à risque d'importation du Covid-19 en Afrique en raison de l'importance des échanges aériens avec les provinces chinoises contaminées. Mais toujours selon l'étude, ces pays sont aussi parmi les mieux équipés du continent pour détecter rapidement les nouveaux cas et les prendre en charge. Alors, il faut dire, John, que l'Égypte n'a pas attendu ce premier cas pour prendre des mesures de prévention. En début février, ce pays a suspendu jusqu'à la fin du mois les vols de sa compagnie nationale Egypt Air avec la Chine. Et environ 300 Égyptiens ont été évacués en février de Wuhan, ville chinoise, épicentre de l'épidémie, et placés en quarantaine pendant 14 jours. Donc voilà un peu la situation. Il n'y a qu'un seul pays en Afrique touché pour le moment. Alors, un seul pays touché en Afrique, ou plutôt un cas enregistré, mais plus de 2000 morts déjà en Chine. Exactement, John. Un bilan qui aurait pu être plus lourd si la Chine n'avait pas pris des mesures de quarantaine et de restriction de certaines libertés, des mesures saluées par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui affirme que Pékin a adopté la bonne, je cite, approche stratégique et tactique pour freiner la propagation de l'épidémie. Mais des mesures qui suscitent des débats, comme on peut le voir dans ce reportage de Julie Tabot, un reportage que j'ai traduit pour vous. Lors d'une conférence de presse à Genève, Michael Ryan, directeur exécutif des programmes d'urgence de l'OMS, a salué les efforts de la Chine pour la qualité des soins intensifs souvent dispensés aux patients pendant une longue période. Les leçons apprises au Hubei et à Wuhan sont appliquées ailleurs.
Les gens reçoivent des soins intensifs plus tôt, ce qui a aidé à réduire le nombre de décès. Selon l'OMS, les mesures de mise en quarantaine strictes et les interdictions de voyage se sont avérées efficaces pour anticiper et limiter la propagation internationale de l'épidémie. À l'observation, ces mesures de restriction des mouvements ont retardé la propagation de l'épidémie de 2 ou 3 jours en Chine et de quelques semaines en dehors de la Chine. Cependant, le succès de la Chine dans la restriction des mouvements de la population inquiète. On peut maintenant se demander si ces mesures ne sont pas excessives ou restrictives pour les gens. Mais il y a beaucoup en jeu ici, en termes de santé publique, non seulement pour les habitants de la Chine, mais aussi pour le reste du monde. Une idée que partage le professeur Ellen Marty de l'Université de Floride. Vous avez en Chine un gouvernement très autoritaire qui peut imposer des méthodes très draconiennes et contrôler son peuple plus efficacement que les sociétés libres. Je milite pour des sociétés libres, mais compte tenu de la contagiosité de ce virus, si la Chine n'avait pas fait ce qu'elle a fait, il y aurait maintenant une pandémie mondiale. Et c'est dans cette logique que l'OMS appelle tous les pays à accélérer la recherche des cas et à lui fournir toutes les informations en rapport avec la maladie. Voilà. Merci à Julie, merci à toi, Moufa, et on se retrouve jeudi. L'EVA, la banane, l'ananas ou encore le palmier à huile sont quelques monocultures qui occupent des milliers d'hectares dans les zones reculées du Cameroun. Un investissement de plus en plus controversé, objet de nombreuses dénonciations, notamment des riverains et de la société civile. Ces derniers réclament de l'État une meilleure réglementation de la monoculture du palmier à huile. Reportage dans les villages du sud et du littoral du Cameroun avec notre correspondant Emmanuel Juntap. Nous sommes à Pongo Aviation, un petit village au sud du Cameroun. La communauté accuse la société camerounaise des palmeraies de polluer l'unique rivière du village par les eaux déversées par son usine d'huilerie. On s'en servait pour la lessive et même pour bien d'autres besoins. Cette dame même que vous voyez là, en train de faire la lessive, et elle l'utilise un peu à ses risques et périls parce que l'eau est complètement polluée. L'accusation est rejetée par l'agro-industriel qui dit avoir investi plus de 4 milliards de francs CFA depuis 2011 pour le traitement des eaux. C'est un système qui fait passer des eaux de l'usine et des effluents dans 5 bassins successifs. Au bout de la chaîne, on recueille une eau suffisamment inoffensive. Au Cameroun, l'opinion est divisée sur la monoculture du palmier à huile. Elle occupe plus de 34 000 hectares de terre cédés par l'État en 2000 au groupe Sorfin. Qu'on arrête le rythme de cession des terres, qu'on attende d'avoir une décision, une politique définitive de développement du palmier à huile. Depuis la privatisation, moi je pense que les installations de la Socapalme sont la bienvenue chez nous, dans notre village. C'est grâce à ça que je vis. L'activiste Emmanuel Elon soutient que la pauvreté sévit sur l'ensemble des sites de production industrielle de l'huile de palme, comme ici, dans son village Mbonjo 2, où une vaste plantation de palmiers à huile occupe les terres. L'agro-industriel rejette cette accusation. En ce moment, il y a 15 mairies qui sont bénéficiaires d'actions Socapalme. Donc, l'activité de la Socapalme est bénéfique pour tout le monde. Pour calmer la colère des riverains, l'État a créé une plateforme de dialogue entre ces derniers et la Société camerounaise des palmeraies en vue d'examiner leurs doléances et répondre à leurs besoins. Emmanuel Juntap pour VOA Afrique, Yaoundé. Merci Emmanuel. Place à présent au sport et c'est avec Yacouba Ouedraogo, fidèle au poste. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous. La balle ovale pour commencer. Cet test match au programme 2020 des champions du monde sud-africains de rugby. Sacré en novembre dernier au Japon, l'Afrique du Sud va disputer ces matchs entre début juillet et fin novembre. Pour leur premier test match, les Springboks feront face à l'Écosse au Cap le 4 juillet. Ce sera la dernière rencontre disputée dans le stade du Cap qui sera ensuite démoli
Après 132 années d'activité, ils affronteront également la France, l'Italie et l'Irlande, entre autres. Les Sud-Africains finiront leur tournée européenne au Pays de Galles le 28 novembre. Une belle affiche qui est une réédition de la demi-finale du Mondial 2019, perdue de justesse par le Pays de Galles 19-16. Et puis, inculpé en Suisse, le président du PSG se dit satisfait de l'abandon d'une partie des charges. Je suis satisfait que toutes les accusations de corruption en lien avec les Coupes du Monde 2026 et 2030 aient été abandonnées, a réagi Nasser Al-Khelaifi, patron du PSG et du groupe de télévision beIN Sport. Il a été inculpé en Suisse dans une affaire de corruption liée à l'attribution des droits télévision du mondial de football. En mars 2017, une enquête a été ouverte en Suisse contre lui pour soupçon de corruption privée, d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres. Il est reproché à celui qui était alors numéro 2 de la FIFA, Jérôme Valk, d'avoir accepté des avantages contre lesquels il aurait cédé les droits télé de la Coupe du Monde à beIN Sport à des prix en dessous du marché. Et puis, Lionel Messi assure que Neymar a très envie de revenir au Barça. Il a toujours montré qu'il était désolé d'être parti, a déclaré le septuple Ballon d'Or, qui a évolué aux côtés de Ney entre 2013 et 2017. Évoquant son avenir au Barça, Lionel Messi, sous contrat jusqu'en 2021, a assuré qu'il a l'intention de continuer avec le club catalan. La Pulga est aussi revenu sur ses relations tendues avec le directeur sportif Eric Abidal, contre lequel il s'est insurgé début février, provoquant une crise au club. L'Argentin a peu apprécié les déclarations du Français qui assurait que beaucoup de joueurs n'étaient pas satisfaits de l'entraîneur Ernesto Valverde, remplacé par Kik Setien. Voilà, c'est tout pour les sports. On se retrouve demain. Au revoir. Merci Yacouba. Le café est l'une des boissons les plus chaudes et populaires. Il est consommé presque quotidiennement par environ un tiers de la population mondiale. Dans ce café-restaurant de Jakarta, en Indonésie, les propriétaires souhaitent promouvoir la communication, la compréhension et la tolérance en employant des personnes qui ne peuvent pas entendre. Voici le reportage de Randy Wikaszana. Le récit est de Thierry Kaoré. Ce café de Jakarta est très spécial car tous ceux qui travaillent ici sont sourds. Bonjour, je suis Puti Santoso, propriétaire de ce café. Bienvenue à Kopi Tuli. Kopi Tuli sert ses clients depuis 2018. Le café emploie 6 personnes dans ses 2 points de vente et elles sont toutes sourdes. Les opportunités d'emploi pour les sourds sont souvent difficiles en raison de leur capacité limitée à communiquer. Aldila, étudiante à l'université, a eu du mal à trouver son emploi. J'ai postulé dans 3 entreprises, mais j'ai été rejetée parce que je ne pouvais pas bien m'exprimer. J'ai l'impression qu'il y a de la discrimination. Les clients sont priés d'utiliser le langage des signes et s'ils ne le savent pas, ils apprendront un peu au guichet comme dans cet échange. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Kopi Tuli. Je veux commander du café A. Chaud ou froid? Froid. Kopi Tuli a été fondé par Poutine, Erwin et Adika, 3 meilleurs amis d'enfance. Ils sont tous sourds. Ils ont décidé d'ouvrir un café-restaurant parce que la culture du café sert de moyen de communication. C'était aussi un moyen de changer la façon dont la société indonésienne considère les personnes sourdes. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont de savoir comment fournir une formation à notre barista. Nous essayons d'autonomiser les personnes sourdes. Jusqu'à présent, disent-ils, leur entreprise est un succès. Ils vendent environ 200 tasses de café par jour dans leurs 2 points de vente à Jakarta et à Depok. Impressionnant tout cela, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Demain est un autre jour. Bonsoir.